Alors bonjour tout le monde, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Alors ici j'ai un peu de difficulté avec mes diapos. Alors je suis prêt. Alors je me suis réveillé ce matin, j'étais très enthousiaste de voir l'ordre du jour bien rempli et aussi avec la liste de présentateurs qui vont être très intéressants aujourd'hui, des spécialistes de la commotion cérébrale. Alors une belle journée qui nous attend. C'est la meilleure façon pour pouvoir atteindre le plus de gens pour savoir partager l'information qu'on a. Ici, divulgation financière, voici mes employeurs, la Football Association au Royaume-Uni et aussi l'Université Hospitals d'Orsay. Un peu à propos de moi, je suis un physiothérapeute basé en Angleterre. J'ai un doctorat sur la commotion sportive et avec la technologie comme Facebook. Et ici, vous voyez la photo en bas de l'écran. 2008, il semblerait que ce soit juste hier. Mais ça fait déjà 15 ans que se sont écoulés. J'ai une vingtaine d'années d'expérience clinique dans le domaine du soccer pour handicapés et ça inclut 2 Jeux paralympiques. J'ai fait un PhD, un doctorat en Nouvelle-Zélande en 2008 et c'est là que mon aventure dans le domaine des commotions cérébrales dans le monde paralympique a débuté. J'ai été responsable de 7 équipes élites dans le monde du football. C'est des gens qui sont aveugles, sourds ou en fauteuil roulant. Et j'ai voyagé de par le monde pour mon travail. J'ai travaillé avec différents gouvernements. J'ai eu de multiples rôles dans le monde du bénévolat, dans la gouvernance du sport paralympique. Je suis aussi co-président du Concussion and Parasport Group. C'est le groupe sur la commotion cérébrale dans le sport paralympique. Alors, quel sera le contenu de ma présentation aujourd'hui? On va parler de la situation actuelle des commotions cérébrales dans le sport paralympique, mais aussi le travail de groupe sur la commotion et des efforts collaboratifs au niveau international. Avant de débuter, je vais parler de termes et définitions. Para-athlète, c'est un terme général désignant les athlètes handicapés qui pratiquent un sport, mais qui n'ont pas participé aux Jeux paralympiques ou qui pratiquent un sport non affilié aux Jeux paralympiques. Alors, les Paralympiens, c'est très élite, un athlète qui a participé aux Paralympiques. Pour l'instant, les disciplines paralympiques sont nombreuses. Il y a 24 disciplines, je crois. Alors, ici, juste parler des perspectives historiques de la commotion cérébrale dans le parasport avant 2021. Avant 2021, les cliniciens qui travaillaient avec les para-athlètes n'avaient pas vraiment de référence qui était consacrée aux para-athlètes. On adaptait plus ou moins ce qui était fait pour les athlètes non paralympiques, qui n'avaient pas d'handicap. Avant 2016, il n'y avait aucune mention des para-athlètes ou des paracommotions. Tout devait être adapté des athlètes sans handicapés et il y a aussi un manque d'informations, un manque de données venant des femmes dans le sport. Alors, au niveau de l'hétérogénéité diverse, il y a un manque à remplir ici. À l'intérieur du groupe des para-athlètes, il y a plusieurs différents sous-groupes. Des personnes qui ont des handicapés avec des handicaps visuels ou audio. Et il n'y a pas de cadre d'orientation pour aider à la prise en charge des para-athlètes qui soit spécifiquement créé pour eux. Il n'y a pas de soins équitables pour les para-athlètes souffrant de commotion cérébrale.
Alors ici, j'ai une vidéo à vous présenter pour souligner que les commotions cérébrales arrivent souvent dans les parasports. Ici, vous avez des joueurs de soccer qui portent un bandeau sur les yeux pour s'assurer qu'ils ne voient absolument rien. Oh, and Nonato in front. Strong block by Erkan, who was right in the way. There was a clash of heads as Nonato went to take the shot. And both men are in need of treatment. Alors ça, c'est les Paralympiques de 2016 à Rio. Et ce n'est pas très surprenant que si vous portez un bandeau, il y aura des collisions frontales et il y a souvent des commotions cérébrales. Et vous pouvez comprendre pourquoi. Alors, le groupe sur les commotions cérébrales dans le sport paralympique, qui s'appelle aussi CIPS, C-I-P-S, nous étions supposés avoir une réunion en personne en 2020, mais dû à la pandémie, on a dû s'adapter. Depuis ce temps, nous avons eu 3 réunions par année. L'objectif initial du groupe CIPS était de créer un document d'orientation préliminaire pour aider à définir la gestion des commotions cérébrales chez les athlètes de haut niveau. Alors, depuis 2020, nous avons eu 11 réunions au total. Nous avons des participants provenant de chaque coin de la planète. Et nous sommes une organisation à but non lucratif. Malheureusement, nous avons des lacunes qui subsistent dans la représentation géographique, en particulier de l'Asie, de l'Afrique et de l'Océanie. Généralement, la prise de données est principalement de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Alors, je vous ai parlé de notre objectif de créer un document d'orientation pour la gestion des commotions cérébrales. En 2021, nous avons eu notre première publication. Et on espère que ce document va être utilisé comme référence pour encore plusieurs années dans le monde des commotions cérébrales dans le sport paralympique. Alors, ce papier, c'est quelque chose cette recherche, on est très fiers d'elle. Nous avons utilisé un système de couleurs pour savoir qu'est-ce qui peut être adapté directement du monde académique, des athlètes non handicapés, pour les personnes handicapées. Et ici, le jaune représente les points qui doivent être adaptés pour la réalité vécue des personnes handicapées. L'annexe qui vient avec cette recherche compte 63 pages. Alors, c'est une ressource, c'est une référence très importante qu'on espère que les cliniciens vont pouvoir utiliser pleinement dans leur prise de décision. Également, nous avons utilisé les balados, l'infographie pour pouvoir distribuer au large public toute l'information qu'on a accumulée. Vous avez ici des codes QR que vous pouvez utiliser comme outil pour rendre toute l'information disponible. Alors, s'il vous plaît, partagez l'information le plus possible. Ici, je dois dire un grand merci à l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Jamie, malheureusement, quelqu'un qui est très aimé au Canada, est décédé l'an dernier. C'est un de mes amis proches. Alors, sa perte est très malheureuse pour nous tous. Je suis heureux de vous dire que plusieurs nos membres vont participer à la présentation aujourd'hui. Alors, ici, je dis merci à François, Francine, Anna, Cathy et Shalina. Intentionnellement, je ne vais pas parler du contexte canadien du sport paralympique.
mais parce que je crois que vous allez en discuter vous-même. La collaboration ce jour avec le groupe sur les commotions cérébrales dans le sport a été très active. Nous avons participé à la 6e édition du consensus international des commotions cérébrales dans le sport en 2022 à Amsterdam. Le but était de rendre cette connaissance au grand public. Ici, vous pouvez voir Dr. Catherine Schneider qui a participé à ce consensus. Alors, c'est une collaboration continue. On va continuer à travailler ensemble. Alors, ici, nous avons participé à cette conférence, nous avons donné notre présentation et nous avions aussi eu la chance d'entendre la voix d'un athlète paralympique qui a subi une commotion cérébrale et elle a partagé son histoire avec nous tous. Quiconque l'a entendu a trouvé cette présentation très intéressante. Ici, le message était qu'il y avait un manque d'informations sur les commotions cérébrales dans le monde paralympique et on devait augmenter le nombre de recherches pour parer à ces lacunes. Nous avions écrit un consensus à la fin de cette réunion qui a été publié en 2023. C'est ce que vous voyez maintenant à l'écran. Vous avez les déclarations ici ne sont pas nécessairement révolutionnaires, mais simplement avoir les para-athlètes au centre même de cette recherche était quelque chose de nouveau, du jamais vu. Alors c'était un premier pas en avant. Que savons-nous ou que savons-nous pas sur la recherche des commotions cérébrales dans le sport para à l'heure actuelle? Alors, nous avons un nombre limité d'études fondées sur les données, en particulier d'études prospectives axées uniquement sur la commotion cérébrale chez les para-athlètes. On peut remonter jusqu'aux Paralympiques, les Jeux paralympiques de 1996, où on avait eu les premières données qui ont été récoltées. Mais malheureusement, les ressources, les capacités, l'expertise dans le domaine est très limitée. La collecte de données sur les athlètes paralympiques en dehors des sports paralympiques on manque de données. Alors, c'est quelque chose qu'il faut remédier. Et finalement, les connaissances sont particulièrement lacunaires en ce qui concerne les athlètes féminines et pédiatriques, comme c'est le cas pour la recherche sur la commotion cérébrale en général. Alors, il faut inclure plus de gens dans la collecte de données pour pouvoir arriver à une référence plus complète qui vont servir à la résolution, à trouver des solutions pour tous. Ici, vous avez un bel exemple d'une recherche dans le domaine para-olympique. Ça s'est fait en Suède. Ça incluait 107 athlètes masculins et féminins d'élite suédois. Ils ont utilisé une auto-évaluation hebdomadaire à l'aide d'une application avec le téléphone cellulaire. Il semblerait que la majorité des blessures, 69% en fait, sont survenues pendant l'entraînement. Les athlètes souffrant de déficiences visuelles présentent les taux les plus élevés, de même que les athlètes féminines. L'incidence des commotions cérébrales est comparable à celle des sports non handicapés. Ensuite, nous avons une recherche aux États-Unis faite par Ryan N. Moran, un de mes collègues de travail. Alors ici, c'était 21 athlètes en fauteuil roulant, hommes et femmes, d'équipes de basketball et de tennis universitaires. Ces athlètes ont utilisé
une méthode d'évaluation un peu différente qui s'appelle le WESS, W-E-S-S. En anglais, c'est le Wheelchair Error Scoring System, qui est utilisé pour évaluer les symptômes d'une personne suite à une commotion ou possible commotion cérébrale, en utilisant une surface instable pour évaluer le sens d'équilibre de la personne qui a été qui a subi une blessure. Les athlètes de l'étude ont signalé plus de symptômes de base que les valeurs de référence normatives que les athlètes universitaires. Alors, ce WESS, W-E-S-S, est une alternative pour l'évaluation des symptômes qui peut être utilisée. Au Japon, nous avons eu les Paralympiques de 2020 qui qui étaient en 2021. Ils ont utilisé les données provenant de 18 matchs de Jeux paralympiques. Les différences significatives ont été observées entre les phases de jeu au cours desquelles les chocs à la tête se produisent, en particulier lors des dribbles et les attaques. Alors ça, c'est une possibilité d'informer les futures approches de prévention des blessures. Le même groupe de recherche a publié des travaux sur l'analyse vidéo des chutes lors des matchs de rugby en fauteuil roulant à Tokyo 2020. Alors, il y avait les collisions frontales, mais aussi les chutes à partir de leur fauteuil roulant, qui étaient très intéressants. Finalement, nous avons une recherche provenant de l'Angleterre, une étude qualitative de l'expérience de 9 joueurs de soccer aveugles provenant de l'Angleterre. 6 joueurs sont encore au jeu et 3 ont pris leur retraite. Ici, il y a un manque de connaissances de ce à quoi il faut s'attendre en cas de commotion cérébrale. Il y a beaucoup de gens qui se demandent si même ils ont eu une commotion cérébrale ou si c'est simplement une bosse sur leur tête. Et cette recherche a permis d'augmenter, de mettre l'emphase sur la perception de préjugés visuels à l'égard des tests de dépistage de commotion cérébrale par les athlètes. Pour s'assurer que le plus large public possible ait accès à ce document, Peter Drury, un commentateur de soccer anglais de haut niveau, a fait la narration audio de cette recherche. Et nous avons le lien sur notre site internet si vous êtes intéressé. Alors, les joueurs qui sont aveugles peuvent avoir accès à cette information. Alors, voici quelques résultats que nous avons eus de cette recherche. Et vous avez les diapositives qui sont disponibles en ligne. Nous avons aussi réussi à synthétiser toute l'information dans un graphique ici avec des codes QR. Alors ça, on espère que ça pourrait être une référence pour les cliniciens également. Quelles sont les trajectoires futures pour la gestion des commotions cérébrales? Alors, il faut, comme on en a déjà mentionné auparavant, il faut faire connaître la prise de position de la CIPS aux cliniciens, aux athlètes et aux entraîneurs du sport para. Il faut continuer à stimuler les projets de recherche afin d'augmenter la base de tous les aspects de soins de commotion cérébrale dans le sport paralympique. C'est la clé, c'est notre plus grand objectif, c'est d'aider les athlètes dans le monde Il faut aussi continuer la collaboration avec le CISG pour travailler à une revue systématique de commotion cérébrale dans la prochaine déclaration de consensus. On en a déjà parlé, mais il faut continuer à améliorer et étendre les études épidémiologiques dans l'ensemble du sport paralympique, et pas seulement dans les événements paralympiques. Ça arrive, les Paralympiques arrivent une fois tous les 4 ans. Ce n'est pas suffisant, nous avons besoin d'avoir plus de données dans plus de sports. En ce qui a trait aux nouvelles ressources multimédia sur les commotions, l'année dernière, nous avions créé une vidéo Neurobytes. C'est une vidéo qui explique
les soins qui doivent être donnés aux athlètes avec des handicaps. Donc voilà, c'est disponible sur YouTube. J'ai donné le lien ici dans cette présentation. Je suis contente de pouvoir travailler avec la docteure Schneider sur les informations qui sont transmises sur la toile. Et aussi, j'ai travaillé avec l'Alliance pour les commotions cérébrales pour travailler avec les gens qui ont des maladies liées à des commotions cérébrales précédentes. Il y a beaucoup de ressources pour l'éducation publiée. Donc, des conclusions. Ce n'est aucune surprise dont je peux que la seule vraie sagesse est de savoir que l'on ne sait rien. Je ne dirais pas qu'on ne sait rien du tout en ce qui a trait aux commotions cérébrales, mais je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire pour mieux comprendre ce qui arrive et pour mieux aider nos athlètes. Et voilà, c'est des renseignements qu'on va pouvoir en tirer des leçons. Donc, pour fermer, je veux remercier les collègues et le groupe d'athlètes paralympiques. Je veux remercier Richard et Sherry pour le travail qu'ils ont fait de façon particulière. Je suis fière du travail que nous avions fait dans ce domaine. Merci. Et encore une fois, voilà les ressources, les références, tout est ici dans les diapos. Et si vous avez des questions, je peux les prendre. Merci beaucoup. D'accord, Othman, nous avons déjà quelques questions pour vous. La première, est-ce qu'il y a des statistiques par rapport aux adaptations des athlètes? Réponse. Les adaptations sont contenues dans les annexes. Voilà le plus proche que nous avons. Encore une fois, en ce qui a trait aux adaptations, aux outils que nous avons déjà, c'est un outil très bon, celui que nous avons. Je sais que Francine va sûrement parler par rapport à ça pendant cet après-midi. Donc, voilà ce que nous avons jusqu'à présent. Nous avons reçu des ressources de ta part et sinon, je suis sûre qu'ils vont être partagés toujours. Donc, merci. Prochaine question. Quel va être le processus mis à jour dorénavant? Réponse. Nous avions décidé autant que groupe que nous allons prendre une position et nous pensons que c'est très important parce que nous n'avons pas les données nécessaires jusqu'à présent. Nous cherchons à avoir une prochaine déclaration de consensus et cela va permettre d'inclure des données au niveau canadien aussi. Mais nous faisons du travail toujours. Donc, nous allons rester attentifs à cette déclaration. Il y a beaucoup de questions pour toi. La prochaine. La suivante est sur les tests. Est-ce que c'est le même, la ligne de base est la même pour les parathlètes? Réponse. C'est essentiel et c'est très complexe pour les parathlètes. Il y a plusieurs enjeux qu'on doit tenir en considération. Nous savons que les commotions cérébrales peuvent varier de façon très considérable. C'est difficile de le faire avec un athlète qui n'a pas une ligne de base. Nous avons des informations, on peut prévoir quels sont les symptômes, mais c'est très difficile de le faire sans la ligne de base pour faire la comparaison. Si on ne l'a pas, c'est difficile de procéder ainsi. Prochaine question. Comment est-ce que les organisations de sport peuvent appuyer la récolte de données dans la recherche et la promotion des informations par rapport à la commotion cérébrale? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Réponse. Le financement fait partie. Les organisations de sport paralympique vraiment ont besoin de financement spécialement. Toutes les organisations, mais les paralympiques spécialement. Peut-être au niveau doctoral ou de maîtrise, on devrait inclure ce sujet pour que les étudiants puissent être plus au courant et pour qu'on puisse préparer les gens et pour faire la récolte de données de la façon académique la plus excellente possible. Donc, voilà une façon d'aider. Donc, voilà, ça va être le thème de la journée. Aujourd'hui, nous voulons tous travailler ensemble pour faire avancer les meilleures pratiques. Donc, merci pour avoir soulevé ce point. Donc, une autre question.
Quelles sont les différences essentielles de gestion des athlètes paralympiques que le public devrait connaître? Réponse. Je ne sais pas où commencer vraiment. C'est une question très importante. Nous avions discuté vraiment être plus respectueux par rapport au temps que ça va leur prendre de retourner au jeu. Si quelqu'un a eu une affectation cérébrale, qu'elle soit, additionnellement à celle qu'ils avaient déjà, ça va être difficile vraiment de comprendre l'échelle parce qu'il n'y a pas d'évidence de connaissances en fait basées sur l'épreuve. Donc voilà, c'est une chose à tenir en considération. Excellent, merci. Donc, prochaine question. Comment est-ce que les organisations peuvent être inclusives par rapport à tous les handicaps dans leur protocole? Réponse. Encore une fois, c'est difficile de répondre parce que ça dépend du pays où vous habitez et des sports qui sont populaires dans ce pays. Par exemple, au Canada, il y a beaucoup de neige. Donc, le système va être bien plus avancé que, par exemple, en Angleterre ou en Égypte, par exemple. Ça dépend du scénario du pays et des ressources disponibles et allouées pour se faire à cet objectif, n'est-ce pas? Ça dépend de chaque pays, en fait. Excellente réponse. Merci. Donc, une autre question. Quels sont les prochains pas essentiels pour obtenir ces renseignements et pour la partager avec plus de clubs de sport pour améliorer les soins? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, dans la salle de Zoom pour vous appuyer, pour appuyer le partage d'informations? Réponse, parler, 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 partager. J'apprécie qu'on puisse tenir ces conversations. Et le fait que le groupe de discussion de sport paralympique soit invité à ce type de discussion. Je l'apprécie vraiment pour qu'on puisse partager ses connaissances avec des autres groupes, des autres personnes. Pour que les membres de différentes organisations sportives et pour que les membres du groupe de convention cérébrale puissent faire partie des groupes plus internationaux et partager les données. Qu'on puisse s'y rendre à des événements tels que les Jeux paralympiques. Donc, c'est un processus d'abordage multiple, mais vraiment parler, partager. C'est-à-dire que c'est qu'on demande à tout le monde aujourd'hui de partager après la conférence tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui pour promouvoir la conscientisation par rapport à la convention cérébrale. Je pense que nous avons du temps pour peut-être une ou deux questions plus. J'ai une question personnelle. Il y a une question personnelle. Ton point de vue en tant que clinicien. Réponse. D'un point de vue de quelqu'un qui voit les cérémonies d'ouverture et de clôture avec des milliers de personnes dans le public, je me souviens toujours, je me souviens de Beijing aussi. Il y a eu des matchs finaux qui ont été excellents. L'année dernière en Italie. C'est un point très saliant, un point personnel très saliant que je peux vous commenter. Et mes félicitations, Osman, sur ces points. C'est excellent. Nous avons du temps pour une question additionnelle par rapport au test de ligne de base. Quelle est la fréquence de ce test, particulièrement pour les sports, les sportifs aveugles? Réponse. Je pense que la fréquence doit être annuelle. Ça dépend de la condition. Peut-être avec les sportifs aveugles, 2 fois par an serait plus approprié. De façon objective, leur condition peut changer plus vite que d'un an à l'autre. Donc, peut-être 2 fois par an serait plus approprié. On n'a pas de renseignements. Je pense qu'on doit présenter la situation et faire l'évaluation. Merci beaucoup. La présentation a été excellente. Je voulais remercier et dire comment c'était d'excellent de t'avoir avec nous. Encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça a été très apprécié.